Notre voix, notre vote. L'émission qui, à l'occasion des élections de 2024, va à la rencontre des candidats. Nous vous invitons à suivre les interviews de Belgaï pour être encore mieux informés avant votre vote. Bonjour à tous, donc bienvenue dans notre nouvelle émission Notre voix, notre vote. Linda Yalman en compagnie de Marie Thibault de Mézières, qui est donc 7e candidate sur la liste fédérale Écolo Groen. Bonjour Marie. Bonjour Linda, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Belgaï. Tout d'abord. Merci, je suis hyper contente d'être là. Et félicitations de te porter candidate donc cette année au fédéral. Alors, est-ce que tu veux qu'on se lance directement dans les questions? Certainement, ou est-ce que tu as une oui. introduction pour nous? Non, j'ai pas besoin d'introduction, mais tu peux me poser une question. D'accord. Alors, première chose, peux-tu nous parler un peu de ton parcours professionnel et personnel? Mais bien sûr. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à militer à 18 ans chez les libéraux. Donc, et puis, donc, à l'époque, j'ai été très militante pendant mes années étudiantes. Et puis, à l'époque, je travaillais pour Daniel Ducarme. J'étais toute jeune. Et il a sauté parce qu'il n'avait pas payé ses impôts. Donc moi, je me suis dit, quand même, c'est un monde cruel, la politique. Il avait été dénoncé par les siens. Et je me suis dit, je vais aller prendre de l'expérience pour avoir un plan B, parce que dans la vie, on est toujours plus indépendant, plus autonome quand on a un plan B et qu'on n'est pas dépendant de la vie politique, parce que sinon, on doit voter ce qu'on n'a pas forcément envie de voter. Et ça, c'est ce que je voulais éviter absolument. Donc, j'ai d'abord travaillé chez Accenture. En bonne libérale que j'étais à l'époque, je me disais, Accenture, ça c'est vraiment le Graal du capitalisme. Je vais apprendre le plus d'expérience possible en le moins de temps. J'ai fait ça 2 ans et puis j'ai créé ma boîte de production de films. Et pendant des années, j'ai fait des films un peu partout dans le monde, notamment au Karabakh et en Arménie. Et puis, j'ai repris une boîte d'édition de livres pour enfants. Et pendant tout ce processus, en fait, j'ai réalisé que le MR, qui se disait le Parti libéral, en fait, n'évoluait pas bien, en tout cas pas bien selon mes convictions, pour 2 raisons. D'abord parce que j'ai eu moi-même des enfants et j'ai réalisé que, vu ce que moi j'investissais dans mes enfants en termes d'énergie, en termes de ressources même financières, en termes d'intelligence, de soins, l'idée qu'on part tous avec les mêmes chances, c'était vraiment du bullshit. Et donc, ça m'a un peu fâchée avec le libéralisme, parce qu'en réalité, c'est essentiel d'avoir un État qui donne vraiment les mêmes opportunités aux enfants, ou au moins qui essaye de compenser les chances des uns et des autres. Et donc ça, je m'en suis rendu compte comme maman. Et par ailleurs, la crise climatique est devenue de plus en plus importante. Et je pense que c'est vraiment le grand défi de notre génération et de la génération qui arrive. Et j'ai l'impression que les libéraux sont complètement en train de passer à côté. D'ailleurs, pas seulement les libéraux, je dirais tous les autres partis, à part le parti écolo. Et donc, j'étais un peu perdue entre les libéraux, qui est quand même... Moi, j'aime le libéralisme, en fait. J'aime la liberté, j'aime l'idée d'utiliser de pouvoir utiliser l'énergie de chaque individu pour créer une société ensemble. Donc, j'aime cette idée. Et en même temps, je pense que l'écologie, c'est essentiel. Et donc, un jour, il y a 5 ans, j'étais en train de regarder les programmes des partis et je regardais le débat de BX1 où j'ai vu Elke van den Brand, qui était la tête de liste Groen. Et ce qu'elle racontait sur sa vision de la ville, sur une ville résiliente, sur une ville solidaire, m'a vraiment parlé. Et donc, quand elle a été élue, j'ai quitté ma société pour candidater comme porte-parole chez elle. Et donc, ça fait 5 ans que j'ai été sa porte-parole de Elke van den Brand, qui était ministre de la Mobilité. On a fait beaucoup de changements à Bruxelles qui étaient extrêmement nécessaires pour rendre d'abord les transports publics beaucoup plus attrayants et qui fassent une solution pour le plus grand nombre. On a créé 70 km de pistes cyclables pour pouvoir sécuriser les transports en vélo, parce que pas tout le monde a envie de faire du vélo, je le comprends très bien, mais ceux qui veulent le faire, c'est quand même un transport qui est pas cher, qui est très écologique, qui rend en bonne santé, qui rend heureux. C'est bon pour une ville d'avoir beaucoup de cyclistes. On le voit dans les pays... dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas, les gens sont en meilleure santé, les enfants sont plus autonomes. Donc, c'est essentiel aussi de sécuriser les chemins cyclistes. Et une ville aussi pour les piétons. Et donc, on a travaillé là-dessus. Je pense qu'on a eu des bons résultats. C'était pas toujours simple. Il y a eu parfois des grandes discussions. Mais donc, voilà, on l'a fait. Donc, ça, c'est pour mon parcours professionnel. D'un point de vue privé, je suis la maman de 4 petits-enfants, maintenant plus si petits, arméniens, dont il y a mon Herminie qui est ici dans le studio. Et donc, j'ai milité à l'association de soutien des chrétiens d'Orient pendant des années. En fait, quand il y a eu le siège d'Alep, mon ex-mari, sa famille vient d'Alep. Et mon cœur a vraiment saigné. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces cousins du bout du monde
Ces chrétiens du bout du monde, ma mère dit toujours, ah, ma chérie, c'est pas des chrétiens du bout du monde, les chrétiens du bout du monde, c'est nous, eux, c'est les vrais. Mais donc, effectivement, et donc je me suis engagée dans l'association de soutien des chrétiens d'Orient avec Simon Najm, qui est libanais, qui est un médecin libanais qui avait créé ça. Et ensemble, on a fait un tour du monde presque des chrétiens d'Orient, et on a fait un très beau livre qui a été vendu en faveur de l'association. Donc, on a essayé de sensibiliser les médias pendant des années. On travaillait souvent avec Georges d'Allemagne, qui, lui, rendait des comptes au Parlement. Donc, il expliquait la situation des chrétiens en Palestine, des chrétiens en Syrie, en Irak, en Égypte. Donc, on a été un peu partout avec lui. On amenait aussi souvent un journaliste de la Libre Belgique qui faisait des articles très importants. Et on a travaillé aussi avec des journalistes télévision, de RTL. Donc, c'était très chouette. Je pense qu'on a fait un boulot intéressant. Malheureusement, la situation des chrétiens d'Orient ne s'est pas vraiment améliorée. Mais donc, ça a été mon grand combat personnel lié forcément à l'identité arménienne de mes enfants et de mon ex-mari. Et un peu la tienne aussi, au final. Et maintenant, un peu la mienne, oui. Mais je pense que quand on a eu une belle-mère arménienne, on est lié pour toujours, toujours. Avec la communauté. C'est plus le mari, c'est vraiment la belle-mère. Oui, c'est la belle-mère. Et qu'est-ce qui t'a motivé alors à te présenter aux élections? Mais donc, ça, c'était un peu la question, parce que comme porte-parole, j'avais un boulot très politique, évidemment. J'ai essuyé les plâtres sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut savoir que maintenant, quand on fait de la politique, et particulièrement quand on est une femme, et particulièrement quand on est une femme verte, alors heureusement, je suis une femme blanche, donc quand même j'évite tous les commentaires racistes, qui est déjà très chouette pour moi, très affreux pour mes collègues. Mais on est déjà assez confrontés, on fait en fait déjà pas mal de la politique. Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant soutenir le parti, être sur le terrain, écouter les gens, travailler au programme, tout ça. C'est une grande aventure qui est très amusante et en fait beaucoup moins horrible que je pensais. Tout le monde m'avait dit n'y va pas, c'est l'horreur et tout. Et en fait, sur les marchés, on est bien reçus, dans les débats aussi. Je pense que les gens, ils sont déçus du politique, mais ils ont quand même envie encore de renouer. Donc, il y a encore de l'espoir pour réintéresser les gens à la politique. Et selon toi, les principales préoccupations ici de la communauté arménienne en Belgique, quelles seraient-elles? Quelles sont-elles? Je pense que les Arméniens de Belgique, la communauté arménienne de Belgique, comme beaucoup de communautés d'ailleurs, a vraiment le sens de la famille. Et je pense que tous les parents, pour les grands-parents arméniens, pour les oncles et les tantes arméniennes, le but de leur vie, c'est d'offrir le meilleur à leurs enfants. Et donc je pense que c'est vraiment très très fort chez les Arméniens. Moi je l'ai vu avec tous ceux que j'ai fréquentés, dans ma propre belle famille. Et aujourd'hui, on peut plus se contenter d'offrir le meilleur à ses enfants. Je pense que l'avenir de tous les enfants est lié. Avec la crise climatique, en réalité, on peut essayer d'offrir le meilleur à notre enfant, mais dans les 20 ou 30 ans, si la planète, elle devient délétère, s'il n'y a plus d'agriculture possible dans certains endroits parce qu'il fait trop chaud, si le dérèglement climatique fait qu'on a des inondations, on a des catastrophes naturelles, eh bien, on peut offrir le meilleur à nos enfants, mais il sera lié à l'avenir de tous les enfants. Et donc, il faut vraiment faire un effort extrêmement important là-dessus, sur essayer de limiter nos émissions de CO2, sur essayer de trouver des solutions, pour limiter le réchauffement climatique, mais aussi pour se préparer aux changements qui arrivent, parce qu'on va avoir des vagues de chaleur qui vont être de plus en plus importantes. Et si nos villes restent les villes qu'on connaît aujourd'hui, avec du macadam et du béton partout, les gens vont, pendant les vagues de chaleur, ils vont étouffer. Et donc, particulièrement les plus précaires, qui n'auront pas d'air conditionné. Et donc, il faut vraiment travailler là-dessus, sur cette solidarité climatique. Et je pense que ça a un sens aussi pour nous, comme parents, de se dire, nous, on doit voir comment on peut organiser un avenir à plus long terme pour nos enfants. Travailler sur le court terme, ça ne suffit pas. Il faut vraiment voir à long terme. Très belle pensée, en tout cas. Et comment envisages-tu de représenter les intérêts de la communauté arménienne au sein des institutions belges? Alors, je pense que les Arméniens qui sont en Belgique sont soit eux-mêmes, soit issus de personnes qui ont quitté leur pays d'origine pour deux raisons. Pour les Arméniens de Turquie ou de Syrie, enfin, disons, les Arméniens de l'Empire ottoman, c'est l'intolérance, forcément. Et pour les Arméniens d'Arménie, c'est la pauvreté. Et donc, comme pays d'accueil de personnes qui ont dû quitter leur pays à cause de l'intolérance ou de la pauvreté, on doit offrir un havre de paix qui soit à la fois un havre de tolérance et de développement économique. Et donc, c'est très important, je pense, de travailler sur ces deux axes-là. On doit assurer la sécurité de tous
les personnes qui vivent sur notre territoire. Et donc, c'est essentiel, notamment, on peut en parler un peu plus tard, de refinancer la justice. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend des propos racistes, quand il y a des jeunes filles qui vivent dans la tolérance, peu importe d'où ça vient, il faut que ce soit puni depuis le tout début. Pas forcément avec des peines importantes, mais il faut vraiment que rien ne reste impuni. Les insultes racistes sur les réseaux sociaux, ça doit être puni. Et que ça doit être accompagné aussi. Et si on ne le fait pas, forcément, c'est l'école du crime. Petit à petit, ça devient de plus en plus grave. Et donc aujourd'hui, la police est complètement démunie parce que on a beau porter plainte, ils peuvent retrouver les responsables des petits larcins, mais si la justice, qui est aujourd'hui complètement exsangue, ne donne pas de peine, les gens ils ressortent, ils sont pas punis, et ça crée un sentiment d'impunité contre lequel il faut absolument lutter. L'autre chose, c'est le développement économique. Alors bien sûr, la Belgique, c'est un pays qui va plutôt économiquement bien, mais il faut faire attention parce que nos finances publiques sont pas en grande forme. Et donc, je pense que c'est vraiment important de travailler sur ces questions de l'emploi, parce que l'insertion dans la société se fait aussi par le travail. Et donc, on a toutes sortes de propositions chez Ecolo pour retravailler sur la revalorisation des petits et des moyens salaires. Parce qu'en fait, en Belgique, on a un système qui est quand même très favorisé pour les gens qui sont très riches, et avec des filets sociétaux qui sont très importants pour les gens qui ont vraiment très peu de moyens. Mais au milieu, la classe moyenne, elle a une vie qui est très difficile parce que la fiscalité n'est pas faite pour les travailleurs. Donc on voit qu'on taxe énormément le travail. Et donc chez Ecolo, on aimerait vraiment faire un tax shift avec la globalisation des revenus. Donc aujourd'hui, si ton revenu du travail est taxé à 60%, alors que ton revenu du capital, il est taxé à 30%, c'est quand même pas juste pour les gens qui travaillent, contre les gens qui ont hérité. Donc forcément, je ne trouve pas qu'il faut spolier tous ces slogans ridicules, taxe de riches. L'idée, c'est pas ça, c'est pas d'être pujadiste, de vouloir absolument punir les gens qui ont des gros moyens, pas du tout. Mais je trouve que chacun doit contribuer à la société de manière égale pour qu'on puisse préserver notre classe moyenne. Parce qu'on le sait, la démocratie, elle dépend de la classe moyenne. On le voit dans les pays où la classe moyenne diminue, c'est tout de suite la démocratie qui diminue. Et donc, il faut absolument soutenir les gens qui travaillent. Et pour ça, il faut, à mon avis, que tous les revenus arrivent dans un pot et qu'on taxe à taux unique. Et donc, comme ça va nous permettre de revaloriser les bas et les moyens salaires, ça va nous permettre de remotiver les gens à travailler et d'avoir un fruit plus juste de leur travail. Alors, quels sont les principaux défis auxquels la Belgique est confrontée actuellement, selon toi ? Mais donc, j'en ai un peu parlé. La crise climatique, c'est clair. Donc, pour moi, il y a deux grands défis de la société belge, mais qui, à mon avis, les deux grands défis qu'on va voir à peu près partout en Europe. C'est la crise climatique, et 2, la crise du sens. Donc, si vous regardez les statistiques des jeunes, et les jeunes, c'est notre avenir, 25 à 40% des jeunes sont en risque de dépression. Donc, en fait, notre jeunesse va vraiment pas bien. On en a un peu parlé hors antenne, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, les TikTok, d'avoir des écrans tout le temps, l'éducation, la solitude en fait des jeunes qui est liée au fait qu'ils passent beaucoup d'heures par jour devant leur écran, fait qu'en fait notre jeunesse, elle va pas super bien. Et donc pour moi, les deux vont ensemble. Donc crise climatique, crise du sens et de la santé mentale. Pour ça, je pense qu'on doit vraiment créer un nouveau projet collectif qui est lié à la transition écologique. Donc moi, mon rêve, et c'est ce qu'on porte comme projet politique chez les écologistes, c'est de faire de la Belgique, et de Bruxelles particulièrement, parce que Bruxelles a vraiment tous les atouts, un laboratoire de la transition écologique, où on puisse développer des solutions de la transition écologique, qu'on puisse après exporter dans d'autres pays. Si on fait de la Belgique un modèle d'isolation thermique, par exemple pour les bâtiments, où tous les bâtiments sont isolés, on a de la main-d'œuvre qualifiée pour isoler les toits, on trouve des solutions technologiques pour faire ça moins cher, de manière plus efficace, et que ça donne envie aux autres pays de nous copier, on va pouvoir créer une dynamique très forte. Donc il y a les trois principaux sources d'émissions de CO2, c'est forcément les bâtiments, donc il faut isoler nos bâtiments, ça va créer énormément d'emplois, il faut accompagner cette main-d'œuvre, il faut créer ce savoir-faire pour pouvoir aussi après exporter ça. L'alimentation, donc aujourd'hui notre système alimentaire n'a plus aucun sens. Donc on voit qu'on mange de la viande dont le soja a grandi en Amérique du Sud, qui a pris un bateau, qui nourrit des bœufs, qui forcément ont mal au ventre parce qu'ils mangent, au lieu de manger de l'herbe, ils mangent du grain ou du soja. Donc ils créent encore plus d'émissions de CO2. Ensuite, il est débité. Donc
on mange des mangues au mois de février qui viennent de Nouvelle-Zélande, ça n'a plus de sens, quoi. Donc ça, c'est aussi, il faut soutenir nos entrepreneurs dans l'alimentation, il faut soutenir nos agriculteurs pour avoir localement, dans toute l'Europe, une agriculture qui est saine et qui est locale. Ça n'a pas de sens de manger de la nourriture qui vient du bout du monde. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et ça va vraiment, je pense, créer de l'emploi, créer de la dynamique et créer du sens. Donc, nous, on dit toujours entre nous, chez les écologistes, le MR veut travailler plus pour gagner plus, les socialistes veulent travailler moins, chez Écolo, on veut travailler mieux. Et on veut du travail qui a du sens et du travail qui puisse nous permettre de créer un monde qui est plus durable et qui est plus juste, et il faut le faire tous ensemble. Et quelles mesures proposes-tu pour résoudre ces défis au niveau régional, fédéral et européen ? Alors, je pense que, il faut résoudre tout notre système fiscal, qui n'a plus aucun sens. Donc, notre système fiscal est une usine à gaz. Il y a des niches fiscales pour tout. Mais donc, en fait, quand on sait que les gens ont besoin d'aide d'un comptable pour remplir leur déclaration fiscale, c'est la preuve que notre système, il est malade. Il faut simplifier, il faut supprimer les niches fiscales et il faut aussi supprimer toutes les subventions aux énergies fossiles. On est en train de subventionner ce qui détruit notre planète. Ça n'a vraiment aucun sens. Les voitures de société, par exemple, on subventionne les embouteillages et la pollution. Donc c'est vraiment absurde. Donc il faut vraiment revoir notre système fiscal pour qu'il soit plus simple, qu'il soit plus clair. Je pense que c'est ce que les entrepreneurs ont le plus besoin pour développer leur créativité, c'est de la simplicité. Alors, l'autre chose qu'il faut faire, c'est simplifier de manière générale nos administrations. Je pense que de la même manière, on a créé des usines à gaz et il faut vraiment les revoir avec bienveillance, bien sûr, parce que l'idée n'est pas de licencier, c'est juste de rendre vraiment beaucoup plus efficace. Notre système de justice, il est inefficace aujourd'hui. On voit que c'est un peu comme quand on a une fuite dans notre toit. Si on ne répare pas la fuite tout de suite, eh ben, l'eau rentre et elle détruit toute la maison. Et après, ça coûte très cher de refaire toute la maison. Alors que réparer la fuite aurait coûté 100 €. C'est complètement absurde. Eh ben, la justice, c'est la même chose. Il faut refinancer la justice pour qu'elle soit efficace et puis qu'après, on puisse économiser. Parce que l'insécurité, ça coûte vraiment très cher. Et donc, c'est pareil pour toutes les administrations. Là, il faut regarder ça avec bon sens et avec efficacité pour vraiment recréer cette dynamique dans tous les départements de la fonction publique. Mais je me souviens plus du début de la question, parce que je suis partie de nouveau. Bon, c'était les mesures que tu proposais pour résoudre... Ah oui, donc simplification administrative, soutien des entrepreneurs durables, parce que moi, je pense vraiment que les solutions vont venir aussi du secteur privé. C'est essentiel de soutenir nos entrepreneurs pour créer une société qui va d'abord nous permettre de changer notre pays pour le rendre plus durable et plus juste, mais aussi qu'il puisse après exporter. C'est ça que notre ministre de la Transition écologique, Barbara Tracht, à Bruxelles, a fait pendant toute cette législature. Elle a vraiment soutenu les entrepreneurs durables. Alors parfois, c'est vrai qu'ils ont besoin de soutien financier public, parce que c'est pas toujours rentable depuis le début. Forcément, quand on teste un business model qui est un peu différent, on prend des risques, et le privé veut pas toujours financer. Donc c'est essentiel de créer ce laboratoire économique qui est soutenu par le privé, par le public. Et alors, chez Écolo, on a aussi un grand plan d'investissement public pour de l'isolation, parce que ce qui est isolé, après, coûte moins cher à chauffer, et c'est bon pour la planète, c'est bon pour le portefeuille des citoyens. On a un grand plan de transport, parce que je pense que si on demande aux gens ce qui les embête le plus dans leur vie, souvent, c'est l'heure d'embouteillage qui passe sur la route, et donc c'est essentiel d'offrir des alternatives. Et aussi, c'est vraiment des emplois locaux, donc on sait que quand on investit 1 € dans le rail, on a un retour de 5 €. Et aussi, ça permet de gagner du temps aux gens. Le jour où on aura une SNCB qui nous emmène là où on veut aller, les gens pourront se passer réellement de voiture. Ça fait des coûts en moins pour les familles. Donc ça, c'est essentiel. Travailler dans l'alimentation aussi, c'est vraiment important pour qu'on mange plus sainement et moins cher. Pardon. Et donc, on aimerait que les produits durables aient une TVA à 0% pour qu'ils soient plus compétitifs par rapport aux produits qui sont mauvais pour la santé. Ça va aussi créer des économies en soins de santé derrière. Et donc, je pense qu'on doit créer une société qui est plus saine globalement. On voit que c'est de nouveau la différence entre les libéraux qui veulent couper dans les soins de santé, les socialistes qui veulent absolument tout médicaliser. Nous, on est entre les deux. Nous, on veut vraiment travailler
dans la sensibilisation pour que les gens soient en meilleure santé, pour qu'ils aient moins besoin des soins de santé. Donc on veut travailler sur un air plus sain, on veut travailler sur une alimentation plus saine, on veut que les enfants ils soient dans un espace public qui soit sûr et sécurisé et donc ils puissent bouger. On a vraiment un problème de sédentarité chez les jeunes. Nos jeunes filles belges sont les plus sédentaires au monde après les filles du Qatar. C'est quand même un bulletin qui n'est pas excellent. Donc je pense que c'est aussi lié au fait que tout notre espace public est rempli de voitures. Et donc, les enfants, ils n'ont plus d'endroit où jouer. Quand on était petits, on jouait au foot dehors. Aujourd'hui, après, on s'étonne que nos enfants soient devant des écrans. Oui, mais si l'espace public n'est pas accueillant, c'est clair que les enfants n'ont pas d'endroit où jouer. Donc voilà, travailler avec la sensibilisation, réparer la fuite dans le toit pour qu'on n'ait pas plein de dépenses à réparer la maison. On passe à un chapitre un petit peu différent. Oui. Comment comptes-tu promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de la société belge ? Alors ça, je pense que chez Ecolo, c'est ce qu'on fait de mieux. On a vraiment un respect de chacun dans sa différence. Donc c'est vraiment essentiel. Et il faut aussi sécuriser. Donc ça, j'en ai parlé avec un refinancement de la justice pour que toutes les petites incivilités qui sont liées à la différence en termes de genre ou à la différence ethnique. Donc vraiment, lutter contre le racisme, lutter contre le sexisme, lutter contre l'homophobie, c'est vraiment essentiel. Donc il faut sensibiliser la police, il faut, dans les écoles, donner une éducation qui est vraiment bienveillante pour tout le monde. Et je pense que c'est pour ça que nous, on s'est beaucoup battu pour les VRAS. Je sais que ça fait débat, particulièrement dans les familles conservatrices. Mais à quoi sert les VRAS ? C'est un cours en 4e primaire qui permettent d'aborder toutes ces questions-là. Les questions qu'on n'aborde pas forcément dans certaines familles, et qui permettent aussi d'ouvrir des portes sur la tolérance. Donc, que des gens puissent poser des questions devant tout le monde sur l'homosexualité, sur les différences culturelles, sur l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est essentiel d'aborder ça, parce qu'il y a des familles à Bruxelles où ces sujets sont totalement tabous, et ça se passe aussi à l'école. Et l'inclusion et la diversité, ça commence à l'école. Alors, pour continuer, quel est votre point de vue sur les politiques migratoires en Belgique et comment pensez-vous qu'elles pourraient être améliorées ? Ouf, ça c'est un dossier qui est extrêmement compliqué. C'est pas un dossier belge, en fait, c'est un dossier européen. Je pense que l'Europe s'est complètement trompée sur ces politiques migratoires. On voit que c'est les néoconservateurs qui sont au pouvoir à l'Europe, donc c'est le PPE qui décide. Et pour moi, c'est ni efficace, ni humaniste. Donc, on pourra encore dire, bon, c'est pas humaniste, mais c'est efficace. Non, c'est pas efficace. Et on voit les gens mourir en mer. Et moi, qui ai épousé un petit-fils d'immigré, j'en suis malade, en fait. Je trouve qu'on peut pas... Il n'y a pas de dignité humaine, on peut pas laisser les gens mourir en mer. C'est vraiment horrible. Et donc, il y a un espèce de cynisme européen. On finance des dictatures, on donne 5 milliards à l'Égypte pour retenir les migrants, soi-disant. Ce qui est horrible, on n'utiliserait pas ces 5 milliards pour accueillir correctement les gens qui arrivent, pour créer des bureaux dans les pays, justement, pour pouvoir permettre à certains de venir. Donc, je pense que le problème pour l'instant, c'est qu'il n'y a aucun moyen de faire de l'immigration légale. Or, notre pays a besoin d'immigrer. On voit bien nos courbes de natalité, on va avoir besoin de main-d'œuvre, on a besoin de gens qui viennent d'ailleurs, qui sont compétents, qui peuvent nous aider à notre développement économique, c'est essentiel. Et aujourd'hui, je ne sais pas, si vous avez peut-être essayé d'inviter un cousin d'Arménie ou un cousin du Liban, bonne chance en fait. Même pour avoir des visas touristiques, c'est impossible. Et avoir des visas de travail, c'est encore plus impossible. Donc forcément, les gens, qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont désespérés, ils montent dans des bateaux avec leurs enfants et ils meurent dans la mer. Et ça ne peut pas être un système qui fonctionne. Il faut des bureaux dans les pays d'origine en disant « Ah oui, vous avez des chances d'être accueillis. Ah oui, montrez-moi votre dossier. Ah, vous avez cette compétence-là, ça c'est intéressant. Ah oui, vous vivez cette situation d'injustice parce qu'on vous a marié de force quand vous aviez 16 ans. Oui, vous êtes bienvenue chez nous. » Je pense que de dire « Ah non, on ferme tous les robinets d'immigration et on laisse les gens mourir dans la mer » est la pire manière de gérer notre immigration. Et quel rôle pensez-vous que la Belgique devrait jouer dans les affaires européennes ? Bon, alors la Belgique tout seul, c'est sûr, on n'est pas le pays le plus important d'Europe. On ne vous a pas caché cette information. Mais je pense qu'on doit avoir, d'abord, pour moi, c'est simple. On peut discuter à tous les niveaux de pouvoir, mais à l'Europe, il faut voter vert. Parce que si on ne vote pas vert à l'Europe, on va avoir soit de nouveau les conservateurs, qui sont vraiment horribles, soit, pire, les fascistes, qu'on voit arriver un peu partout dans le monde. Donc,
à ces élections, pour moi, il n'y a pas de discussion. Il faut voter vert à l'Europe. Je le dis facilement parce que moi, je suis sur la liste fédérale, donc je ne vous demande même pas de voter pour moi. Votez juste vert à l'Europe, parce que c'est là que les choses sont décidées et c'est là qu'ensemble, on va pouvoir travailler sur une autonomie européenne. En fait, la raison pour laquelle l'Europe n'a pas de voix politique et militaire pour l'instant, c'est parce qu'elle n'a pas d'armée, en fait. Donc, on s'est dit, oui, l'OTAN, c'est bien, ça fonctionne. Oui, l'OTAN, c'est bien, ça fonctionne. Mais ce serait aussi bien qu'on construise vraiment un appareil militaire européen. Tant qu'on n'a pas un appareil militaire européen, on n'aura pas de voix non plus diplomatique. Donc, ces deux sont importants. Et c'est, à mon avis, dommage pour le monde que l'Europe n'ait pas de voix diplomatique, parce qu'on est meilleur en diplomatie que les Américains. On est bien meilleur. On connaît mieux le terrain du Moyen-Orient. Par exemple, les Américains, ils comprennent rien au Moyen-Orient. C'est trop complexe pour eux. Ils ont une société binaire. Nous, on comprend les subtilités du Moyen-Orient. On comprend les différences de culture entre les uns et les autres. C'est vraiment quelque chose. On a des diplomates qui sont excellents et il faut qu'ils puissent être à la manœuvre dans les négociations quand il y a des soucis. Et on voit que quand c'est pas eux qui négocient, c'est soit les Russes, soit les Américains. C'est pas l'idéal. Donc ça, on a besoin d'une autonomie stratégique, mais aussi on a besoin d'une autonomie industrielle. On a vu pendant le Covid, on avait besoin de masques. On était dépendant de la Chine pour les masques. Forcément, les Chinois voulaient garder leurs masques. Ça nous a pris des semaines de pouvoir en fabriquer nous-mêmes. C'est vraiment la catastrophe. Et donc, c'est essentiel de recréer une autonomie industrielle et sanitaire en Europe. Donc, on doit retravailler sur l'agriculture, être beaucoup plus autonome. On doit retravailler sur notre industrie. On doit vraiment produire tous nos besoins et nécessités, ce qui nous permettra d'être plus indépendants politiquement et de pouvoir vraiment avoir une voix sur les droits de l'homme, sur la tolérance, sur le vivre ensemble et surtout le respect du droit international qui, chez les écologistes, est toujours notre boussole. Et vous comptez collaborer avec d'autres partis politiques pour atteindre vos objectifs ? On est obligé, hein. Ça, c'est... On est en Belgique. On est en Belgique. Et moi, je le dis très facilement parce que j'ai des copains dans tous les partis. Je trouve qu'on peut avoir toutes les opinions politiques, bon, à part les opinions politiques racistes, sexistes et xénophobes, évidemment, mais toutes les opinions politiques sont les bienvenues dans le champ politique. On doit se combattre en faisant des débats, mais une fois que les urnes ont parlé, on doit travailler ensemble. C'est le système de la Belgique. Et alors, une question piège. En quoi est-ce que votre identité arménienne par choix influe-t-elle sur votre engagement politique ? C'est marrant parce que moi, j'ai toujours trouvé que mon ex-mari et moi, on était tout à fait alignés en termes de valeurs. Ouais. On a ce truc en commun. Bon, moi, j'ai grandi chez les nonnes. J'étais à la Vierge fidèle. Ça s'invente pas. Non seulement vierge, mais en plus fidèle. Et j'ai vraiment grandi avec le sens du sacrifice pour les générations suivantes. Et donc, j'ai retrouvé ça tout à fait dans ma belle famille arménienne, de voir que c'était ça qui portait. C'est pas nous qui sommes importants, c'est les enfants. Je vois mon beau-père, il donne toujours à son fils sa meilleure bouteille de vin, le meilleur poisson qu'il a acheté. Non, mais c'est mieux. Prends le bon pour toi. Donc ça m'a toujours beaucoup touchée. Donc la transmission culturelle aussi, qui est essentielle. Donc moi, je suis une aristocrate. Donc forcément, ça fait des dizaines de générations qu'on trimballe nos portraits d'ancêtres qu'on met dans les salons. Je vois que c'est la même chose chez les Arméniens. Le tapis de la grand-mère, le châle. J'ai encore sur mon canapé les tricots. Les tricots, des enfants qui regardent la télé, que j'ose jamais laver parce que j'ai peur qu'ils se défassent, donc ils ont toujours une petite odeur de popcorn ou de lait. Donc ça, c'est aussi quelque chose de vraiment important. Et puis la générosité, évidemment. Le sens de l'accueil, donc c'est essentiel. Et je pense que politiquement, tous ces éléments de valeur, ils se retrouvent dans mon engagement politique. La transition écologique, de pouvoir offrir à la génération suivante un monde qui, j'espère, sera aussi vivable que ce que nous, on a vécu. La générosité, le sens de l'accueil. Je pense que quand on a des personnes issues de l'immigration qui arrivent chez nous, il faut les accueillir dignement. On ne les laisse pas dans la rue à attendre que des dealers de drogue leur proposent leur première drogue et ils ont si froid qu'ils peuvent pas la refuser. C'est indigne. On est là pour accueillir les gens. J'ai envie de dire, ma mère qui dit toujours, on vous a pas élevé comme ça ? Ben non, on nous a pas élevé comme ça. Donc ces valeurs-là, elles se retrouvent clairement dans mon engagement politique. Et as-tu des priorités en matière d'éducation et de formation professionnelle ? Non, ça, c'est vraiment... C'est l'essence de notre société. Hein. Donc l'éducation, c'est ce qui permet à tous les enfants, si elle est bien faite, de s'en sortir. Donc c'est clair que c'est vraiment essentiel.
on voit qu'en Belgique, on a une éducation de bonne qualité. Et donc, on voit dans nos résultats PISA, l'éducation de bonne qualité reste de très bonne qualité. Donc, les très bonnes écoles comme Dash-Beek, Saint-Michel, que ce soit dans le réseau chrétien ou le réseau public, Cato, restent des excellentes écoles. Donc, on continue à avoir un enseignement d'élite, mais que malheureusement, il est très inéquitable. Donc, les écoles qui sont moins bonnes sont vraiment moins bonnes. Et c'est désespérant, évidemment, parce que c'est les enfants des quartiers où les écoles sont moins bonnes, qui ont encore plus besoin d'avoir une très bonne éducation pour niveler justement ce qu'ils n'ont pas à la maison. Et donc, c'est vraiment très important de travailler là-dessus. Et je pense que le pacte d'excellence a travaillé là-dessus. Donc, il est en train d'arriver. Là, maintenant, on est en 3e ou en 4e primaire. Donc, on voit qu'il est en train de monter. Et il y a pour moi 2 éléments essentiels dans le pacte d'excellence qui arrive, qui n'est pas encore complètement délivré et qui va arriver en secondaire dans 2 ans. C'est la médiation. Donc, c'est vraiment important que les enfants qui décrochent, tout de suite, on les raccroche. Donc, qu'ils aient un suivi vraiment personnalisé sur les devoirs, sur ce qu'ils ne comprennent pas. Faire doubler des enfants, ce qu'on faisait à mon époque, ça ne marche pas, on l'a vu. Dans tous les résultats PISA, on voit que les pays qui font doubler les enfants ont les pires notes. Donc, ça ne marche pas. Il faut travailler en amont. Il faut vraiment tirer les enfants vers le haut plutôt que les faire perdre une année. Parce que ça stigmatise et qu'après, on les a vraiment perdus. Et l'autre chose, c'est il faut que les filières professionnelles dont on a un besoin, je ne sais pas si vous avez essayé d'appeler un plombier ou un chauffagiste ou quelqu'un qui fait de l'isolation du toit en ce moment, mais alors vous pouvez téléphoner, laisser 8 messages avant qu'on vous rappelle. On a besoin de main-d'œuvre qualifiée qui sache faire ce dont on a besoin aujourd'hui. Isoler les logements, rénover les logements, parce qu'on a aussi une crise du logement bon marché pour les gens qui ont moins de moyens pour se loger. On a besoin de main-d'œuvre. Et pour ça, il faut qu'on ait des filières d'enseignement de qualité et que ce soit un choix. Et donc, on a allongé le tronc commun et on a, dans le tronc commun, mis aussi un avant-goût des filières techniques et professionnelles pour permettre de créer des vocations et après d'avoir, les 2 dernières années, un enseignement qualifiant, professionnel. Et je pense vraiment que cet élément-là, avoir cet enseignement qualifiant professionnel pour ces métiers de la transition écologique, c'est vraiment la clé du succès du futur de la Belgique francophone. Alors, j'avais encore 3 questions, mais tu as répondu à toutes les questions. En fait. Alors, la première, c'était comment est-ce que tu prévois de stimuler l'économie belge et de créer des emplois? Je pense que... Transition écologique et sociale. Voilà. Donc, mobilité, alimentation, refaire une industrie locale aussi, parce que d'acheter des vêtements qui sont fabriqués à l'autre bout du monde de manière souvent vraiment indigne pour les personnes qui travaillent, que les femmes ou les enfants, enfin les enfants heureusement c'est quand même beaucoup moins le cas, mais des femmes qui sont payées au lance-pierre, qui avec ce qu'elles gagnent ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école, forcément ça, c'est inacceptable. Donc il faut aussi retravailler sur une industrie locale, recommencer à réparer, à produire. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Lutter contre l'obsolescence programmée. Donc, on voit que les libéraux sont toujours attachés aux chiffres du PIB. Mais quand on voit ce qu'il y a dans le PIB, c'est complètement absurde de se dire « Ah, génial, il y a une croissance du PIB. Si on doit acheter un lave-vaisselle tous les 8 ans, alors qu'à l'époque de nos parents, c'était tous les 30 ans, parce que c'est des lave-vaisselles de mauvaise qualité, qui sont impossibles à réparer parce qu'il n'y a pas les pièces. » Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est travaillé au niveau européen, qui est poussé par les Verts européens. C'est de vraiment travailler sur la réparabilité. On ne veut pas qu'on puisse acheter, qu'on puisse produire des machines à laver qui durent 5 ans, et après 5 ans, désolé, on ne peut pas réparer. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Et même si ça fait diminuer un tout petit peu notre PIB, parce qu'on ne va pas racheter un lave-vaisselle tous les 8 ans, mais tous les 30 ans, je pense que c'est bon pour notre économie. C'est de l'économie locale, parce qu'on va réparer chez nous, on va produire chez nous. Et aussi, personne n'a envie d'acheter un lave-vaisselle. En fait, personne n'a envie d'acheter un lave-vaisselle tout court. Mais tous les 30 ans, c'est mieux que tous les 5 ans. Et alors, ma toute dernière question, comment comptes-tu assurer la transparence et la responsabilité dans ton mandat électif? Mais ça, c'est une question qui est très importante, sur laquelle on travaille beaucoup chez les écologistes. La transparence, c'est vraiment la raison d'être des écologistes. Donc, on a des procédures internes qui sont très transparentes. Donc, les listes, par exemple, sont choisies collectivement. Il y a des votes pour les candidats. Donc, c'est pas un président de parti ou une présidente de parti dans son bureau qui dit « oui, lui, il serait bien ». Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Les programmes sont choisis collectivement.
Il y a une grande rétrocession dans les salaires pour que les gens ne soient pas complètement déconnectés. Donc ça, c'est essentiel aussi. Donc il y a une grosse partie des salaires des élus qui est redistribuée au parti, notamment pour payer des employés. Je pense qu'on devrait aller beaucoup plus loin que la démocratie interne chez nous. Donc nous, on se met des règles qui sont beaucoup plus strictes que les règles légales chez Écolo. Malheureusement, pas tous les partis sont d'accord, mais je pense que quand on voit que le PTB dépense 1 million d'euros par an sur Facebook, qui est comme une société américaine, qui ne paye pas ses impôts en Europe, que l'argent des concitoyens belges, des impôts des Belges, partent dans les dépenses de publicité du PTB, alors que je trouve que l'argent des partis politiques doit financer des centres d'études pour qu'on soit créatif, qu'on ait des idées, qu'on ait des programmes, qu'on ait des bons conseillers, qu'on ait vraiment le meilleur de la créativité qui soit au pouvoir, c'est essentiel. Mais si ça sert à faire de la publicité sur Facebook, je pense qu'on a des problèmes. Mais donc, la transparence, c'est essentiel. C'est quelque chose pour lequel on se bat. Limiter les cumuls des mandats, limiter les publicités sur Internet, c'est des choses sur lesquelles on aimerait vraiment travailler encore plus. Et alors, en termes de conclusion, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient encore plus à cœur et que tu aimerais exprimer là maintenant Moi, je suis vraiment ravie que vous m'ayez invitée. Ça me touche beaucoup d'être considérée comme une Arménienne par la communauté. C'est marrant parce que chaque année, le 24 avril, j'emmène ma famille marcher devant l'église. Et une année, ma fille aînée, elle avait 5 ou 6 ans, elle disait « Et mais eux, maman, ils sont arméniens ?» Je dis « Oui, oui. » « Et eux, ils sont arméniens ?» Je dis « Oui, oui. » Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ben voilà, je suis une Arménienne de cœur. Merci de l'avoir vue. Et merci pour votre accueil. De venir. À bientôt, Merci Linda. Notre voix, notre vote. L'émission qui, à l'occasion des élections de 2024, va à la rencontre des candidats. Nous vous invitons à suivre les interviews de Belgaï pour être encore mieux informés avant votre vote. Belgaï.